bonjour à toutes et à tous. Il est l'heure de commencer ce webinaire. Et du coup, Vanessa, je te laisse introduire ce webinaire que tu as largement contribué à préparer. Avec plaisir. Donc, pour rappel, on est sur un cycle, on est sur le deuxième webinaire qui s'inclut dans un cycle de 3 webinaires dédiés à la sobriété. Le premier a eu lieu le 30 janvier dernier et le deuxième donc, a donc lieu aujourd'hui et le troisième aura lieu le 14 mai prochain. Voilà, sur le webinaire du 30 janvier dernier, nous avions fait un focus sur la théorie du donut et le design fiction qui sont proposés notamment aujourd'hui au sein et réalisés donc au sein de la ville de Grenoble. Et pour notre webinaire d'aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le réseau de la sobriété qui a été engagé conjointement entre Leclerc et Virage Énergie. Donc, on va apprendre un petit peu à découvrir ce réseau et puis ses intérêts, voilà, son application. Et ensuite, nous passerons un petit temps. Alors ça, cette découverte-là sera avec Julia Hidalgo. En second temps, on passera sur effectivement la découverte de l'association Virage Énergie avec Olivier Loubès, et puis les outils qui peuvent être proposés justement aux collectivités en termes d'action sur la sobriété, pardon. Et nous terminerons par un témoignage, celui de Monsieur Julien Rodriguez, il nous fera écho justement de cette démarche globale de sobriété appliquée donc sur sa commune. Voilà. Nous débutons généralement le webinaire avec une proposition également de formation du CNFPT qui fait écho en fait à la thématique d'aujourd'hui. Donc là, nous avons... Et je ne vois pas justement Emmanuel à cette session. Je l'ai vu et il est reparti. Donc, je suppose qu'il a un petit souci technique. Donc, je pense qu'on ajoutera ses formations au compte-rendu. Alors, juste aussi un petit mot d'excuse parce que c'est un peu compliqué techniquement. Et du coup, Julia est relayée par l'intermédiaire de mon téléphone. Donc, prêtez bien l'oreille pour l'entendre. J'espère que vous y arriverez. En tout cas, les tests étaient à peu près concluants. Julia, on va donc vous laisser la parole pour plonger un peu avec vous dans cette présentation du Clair et plus précisément ensuite dans le réseau de la sobriété. Merci Julia. Donc, oui, bonjour, je m'appelle Julia Hidalgo. Je suis responsable de projet sobriété pour le Clair. C'est ma 4e année au Clair avec eux. Je vais dérouler la page suivante. Voilà, je voulais juste vous présenter le Clair. Pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas, on est une association. On fédère plus de 300 structures dans tout le territoire national. On a comme objectif de promouvoir les énergies renouvelables, la maîtrise de l'énergie et plus largement la transition énergétique. Au Clair, on a 4 métiers. On essaie de convaincre parce qu'on porte un plaidoyer. Le Clair est reconnu dans les instances gouvernementales comme le Haut Conseil pour le climat, par exemple. Nous portons et défendons des propositions pour une transition énergétique juste, tous les citoyens, en particulier pour les plus précaires. On croit que la transition énergétique est une opportunité à saisir. Et donc, c'est pour ça qu'on agit de cette manière. On informe aussi, on a 2 lettres d'actualité pour nos membres en interne, mais aussi externes à toutes les personnes qui s'intéressent à la transition énergétique. On a une publication trimestrielle destinée aux acteurs de terrain et on a un grand centre de ressources documentaires en ligne qui est disponible pour toute personne qui souhaite le consulter. On déploie aussi, et ça c'est la partie des mises en œuvre concrètes de la transition énergétique dans le territoire et pour le territoire. On a concrètement 2 programmes C2E. Le premier, c'est un programme qui s'appelle SLIM ou SLIM Plus.
des programmes pour la lutte contre la précarité énergétique et plus récemment, un programme qui s'appelle TEAMS, qui est un programme sur la mobilité inclusive au milieu rural. Et ce sur quoi on va parler aujourd'hui, c'est notre métier historique, en clair, c'est notre métier d'animation. On a par exemple le réseau Rappel qui existe déjà depuis plus de 15 ans et où il y a 1200 personnes abonnées. Il y a aussi le réseau national PEPULS, c'est le territoire à énergie positive avec plus de 150 collectivités qui, elles, sont aussi adhérentes au clair. Il y a un réseau émergent sur l'efficacité énergétique et il y a un autre concours de consolidation sur les énergies renouvelables. Et bien sûr, celui dont on va parler aujourd'hui, c'est le réseau sobriété. Je vais passer la page. Et donc, du coup, je vais copier le lien et je voudrais vous inviter à regarder avec moi. Je vous mets dans le chat le lien. C'est notre rapport d'activité où vous pouvez voir dans la page 3, si vous avez accès, quelques-uns de nos chiffres pour 2022, entre le page 4 à 6, les temps forts qui ont marqué l'année 2022, dans la page 7 à 11, des actions de positionnement du clair, et dans la page 12 à 13, la cartographie de nos membres. Et évidemment, dans la dernière page du rapport d'activité, la liste de nos partenaires financiers avec à qui on remercie jamais assez, en fait. Mais je vous laisse, c'est un joli document qui parle vraiment, qui nous présente, on fait ça en focus sur l'année 2022, donc je vous le laisse si vous voulez y revenir. De retour à ma présentation, donc je voudrais vous présenter aujourd'hui, le clair, comme je viens de le faire, le réseau sobriété. Le réseau sobriété qui est vraiment, il se définit comme une espace de confiance. Il est co-animé par le clair et Virage Énergie. Je pense qu'Olivier vous en parlera un petit peu plus, Virage Énergie. Et on profite depuis l'année dernière, depuis janvier de l'année dernière, du soutien de l'ADEME. Notre objectif, donc, c'est de contribuer à l'intégration de la sobriété dans la politique publique, dans le débat public, dans l'espace et dans les politiques publiques par la mise en place des collectivités. On veut faire ça en fédérant des acteurs. Il s'adresse à tout professionnel qui travaille sur la sobriété. Donc, vraiment, je reviens sur l'idée que le réseau sobriété, c'est un espace de confiance. Et qui dit confiance dit OK, mais peut-être on va définir les règles. Donc, on a une charte. Donc, je vais aussi me permettre de vous copier le lien parce qu'elle est disponible pour toute personne qui souhaite venir. Voilà. Où vous pouvez voir, entre autres, la définition de sobriété. Pour nous, la sobriété, c'est une manière de participer, c'est un moyen, une manière de participer à la transition énergétique. Donc, notre objectif, c'est de fédérer les acteurs, d'avoir un espace de confiance et en plus, la sobriété, c'est ce qui va nous permettre d'arriver à cette transition énergétique, étant donné que pour nous, la sobriété, c'est vraiment pilier incontournable de la transition. Le réseau sobriété, comme je vous disais, fait suite à un groupe de réflexion sobriété qui, lui, il existe depuis juillet 2020 avec une quinzaine d'acteurs. On s'est posé la question déjà, mais qu'est-ce que c'est un territoire sobre? Quelles sont les typologies d'acteurs qui peuvent être intéressés pour travailler sur la sobriété? Quels sont les bénéfices et les co-bénéfices à travailler à la sobriété? Pourquoi est-ce que la sobriété a une connotation négative? Et donc, du coup, ces groupes de réflexion, avec toutes ces questions qu'on s'est posées, à évoluer jusqu'à ce que, donc, en fin 2022, on s'est dit, non, mais en fait, on est presque 120 acteurs maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose de plus structuré. Et donc, du coup, avec le soutien de l'ADEME et Virage Énergie, évidemment, on a fondé le réseau sobriété. Pardon, Julia, excuse-moi.
Excuse-moi de t'interrompre, juste une petite chose. Le deuxième lien ne renvoie pas vers la charte, il renvoyait vers le rapport d'activité. À nouveau. D'accord, ok. Je vais reprendre la charte et je vais la coller. Je l'ai pas à la main. Je vais la coller tout à l'heure. Merci beaucoup, Vanessa. Donc, sur les réseaux de sobriété, les ressources qui sont disponibles en 2023 pour les membres, je vous ai fait une liste de tous les événements qu'on a créés. Et là, c'est à notre lien. J'espère que dans ce document, je vous présente 3 types de ressources qui sont disponibles pour le membre du réseau sobriété. Et vous savez, oui, je vois que vous vous connectez, donc je vois que vous avez accès, c'est bien. Donc, à décembre 2023, on a mené une réflexion collective. On demande, on a donné notre micro à des experts qui se sont exprimés et qui ont apporté leur pierre à la construction du bâtiment de la sobriété énergétique. Donc, vous avez par exemple une intervention de Grenoble Métropole, de la fabrique de transition 2, de l'ADEME. Il y a RTE qui nous ont présenté comment et pourquoi ils ont travaillé réellement ou vraiment en faisant si attention à la sobriété dans leurs nouvelles publications à ce moment-là. Les scénarios de sobriété de RTE. On a parlé avec des sociologues comme Gaëtan Brice-Pierre aussi, avec des écrivains comme Valérie Guillard, Stéphane Bali et le scénario Négawatt, bien sûr. Mathilde Chouba qui nous a parlé sur le rationnement de la sobriété. En fait, voilà, nous, on donne la parole normalement, on veut comprendre les besoins de notre réseau, du réseau sobriété, et on va chercher des expertises très ponctuelles et très précises pour répondre aux questions que nous avons. Et donc, faciliter une montée en compétences collectives sur la sobriété. Et à côté de ça, on fait des ateliers et des webinaires de co-construction sur la sobriété et les politiques publiques, déconstruire la notion de sobriété, je vais revenir là-dessus, construire les imaginaires et les récits de la sobriété et comment est-ce qu'on fait pour vraiment changer cette connotation négative de la sobriété. Les faux amis de la sobriété, c'est un exercice un peu théorique, mais nous avons eu grand plaisir à le proposer à nos membres. Il s'agissait de vraiment définir et comprendre la différence entre efficacité énergétique, sobriété énergétique et précarité énergétique. Donc vraiment, ces 3 notions fondamentales dans la transition énergétique. Comment est-ce qu'on fait pour, si on les compare, vraiment, quelles sont les différences et les similitudes entre les 3. Donc voilà, donc je vous laisse maintenant, si vous pouvez avec moi revenir à la présentation. Et donc, je vais vous parler donc du suivi et de la veille documentaire et des actualités. Donc, le Centre de ressources du Clair fait, avec mes collègues, on fait une veille documentaire spécifique à la sobriété. Si vous êtes adhérent du Clair, vous pouvez la paramétrer, mais sinon, elle reste quand même disponible pour toutes les personnes qui souhaitent consulter la veille documentaire du Clair. Et à côté de ça, nous avons aussi d'autres ressources, une autre ressource qui s'appelle les publications. Il y a deux types de publications, des publications s'inspirer, c'est un recto verso, et des formats comprendre, que c'est une publication vraiment où on va décrypter plutôt en détail un sujet. Voici, je vous fais un zoom sur les publications. Vous voyez, celle de l'année dernière. Donc, on s'inspire des cas de Marseille, on s'inspire de Lille, on s'inspire de Montpellier. Et notre publication, et elle a porté sur comment réduire la publicité extérieure dans l'espace public. Donc, j'ai un autre lien à vous partager. Et ce lien, voilà, je vais le mettre sur le chat. Voilà. Je vous laisserai ouvrir donc la publication qui s'appelle Comprendre. C'est le premier fichier que vous avez normalement. C'est vraiment ce type de publication vraiment d'expertise, d'apport, d'expertise.
c'est un travail main en main entre Virage Énergie, qui, en fait, Olivier, qui est le rédacteur en chef, et tous les groupes de communication du Clair pour la valorisation, vraiment compréhension. Qu'est-ce que c'est la différence, par exemple, entre communication, publication, publicité, voilà. Donc, je vous ai mis seulement deux, mais toutes les publications du réseau sont disponibles depuis le site du Clair. Et vous pourrez avoir accès, elles sont disponibles à tout le monde, adhérents ou pas au Clair, adhérents ou pas au réseau sobriété. Je vous laisse donc revenir à la présentation pour vous présenter, donc une fois, pour vous présenter qui on est et pourquoi on fait ça, en fait, pour aller plus en détail, qui sont nos membres, qui est déjà dans le réseau sobriété. Vous voyez, on est un réseau qui est plus ou moins présent dans toute la France. On est plus des acteurs professionnels qui sont adhérents au réseau sobriété et on est majoritairement des associations et des collectivités territoriales. On a beaucoup de parts publiques, les syndicats d'énergie mixte, les parcs. On a des bureaux d'études, des très gros bureaux d'études à l'échelle nationale et des bureaux d'études plus locaux. Des bénévoles, 7% de bénévoles qui, eux, sont peut-être des personnes qui sont à la retraite, mais qui sont aussi, qui portent un projet de centrale villageoise, par exemple, localement. Donc, ils s'intéressent à voir combien est-ce que je dois produire et comment est-ce que j'apprends sur la sobriété énergétique. On a aussi des personnes du monde de la recherche, des universitaires, par exemple, qui vont se poser des questions sur comment est-ce qu'on va travailler le changement de comportement d'une manière pérenne. Parce que ce qu'on constate maintenant, c'est que quand il y a une animation, oui, on est tous motivés, on y va, on change notre comportement, mais une fois que l'animation, elle passe, est-ce que les gestes ou les éco-gestes restent comme de nouvelles habitudes ou dans le foyer? Et on a aussi un peu de services et agences de l'État, par exemple la DDT, la DREAL, même la DRAC aussi. Et on a 3% d'entreprises. C'est pas notre public cible, mais voilà, on peut avoir des grandes entreprises dans notre réseau sobriété. On a aussi, par exemple, la CPAM, l'ANA, avec qui on peut partager des points et même voir les invités à intervenir. Pour information, il y a 50% d'adhérents du réseau sobriété qui sont aussi adhérents du Clair. C'est un réseau qui va au-delà des frontières de notre association. Je ne voulais pas vous laisser sans une invitation. Donc, on a des événements et des webinaires à venir. Pour les événements, il y a les 40 ans de l'association Clair, du réseau Clair. C'est un événement exclusif pour les adhérents. Mais il y en a 3 autres qui ne le sont pas. On va être présent dans les assises européennes de la transition énergétique. On va être présent dans le rencontre nationale du réseau TEPOS. Je vous dis ça, c'est le réseau des territoires énergie positive à Los Angeles. Et on sera présent avec un atelier. Je vous mets tous les liens pour ces 3 événements dans le chat aussi. Dans la Journée nationale des collectivités à La Rochelle, c'est le 3 décembre à La Rochelle. Et sur les webinaires, on a eu déjà un webinaire en février sur la sobriété hydrique avec l'exemple de la MEL, de la métropole européenne de Lille. En avril, on va travailler sur les paysages de la sobriété. En fait, quel est le paysage de la transition énergétique? Quel est le paysage qu'on souhaite contempler demain? Et en juin, on va voir, je pense que ça va être le temps du réseau sobriété de l'année. Moi, ça me paraît super intéressant qu'on va parler sur les politiques de sobriété et les publics vulnérables. Et la sobriété est une opportunité à saisir maintenant. Est-ce qu'on est en train de créer des politiques publiques qui, elles, sont inclusives pour toutes les personnes de la société, pour tous citoyens. Les invitations seront détaillées dans nos réseaux sobriété, notamment sur LinkedIn. Si vous voulez venir, ils sont ouverts à toute personne qui veut participer, adhérent ou pas au Clair, adhérent ou pas au réseau sobriété. Et je vais finir ma présentation avec un peu d'anecdotes.
Parce que c'est vrai que ça fait, je vous raconte ce qu'on fait et ça fait vraiment peut-être plus intéressant si je vous montre un petit peu de personnes, parce qu'il y a des personnes derrière tout ça. Donc, la première photo, celle de tout en haut à gauche, on a animé un réseau, un atelier, pardon, au SACIS l'année dernière aussi, et on essaye de faire des ateliers un peu décalés. Vous voyez, comme les personnes, des fois, ils viennent à un atelier sur la sobriété, c'est vrai qu'ils traînent un peu le pied parce que c'est pas facile, parce que c'est un sujet, des fois, un élu, il est pas très motivé pour parler de la sobriété, et donc, du coup, on essaye d'avoir des ateliers, des webinaires où on essaye d'apporter vraiment la notion et l'idée que la sobriété, c'est vraiment une manière d'avoir plus de bénéfices et que ces bénéfices vont nous apporter des co-bénéfices. Et donc, on essaye de travailler ça avec des activités. Dans ce cas-là, on faisait des débats avec la musique hip-hop. Donc, c'était vraiment comme un battle entre deux groupes de la salle qui essayaient de composer des rimes et qui se challengeaient un peu pour travailler la sobriété. On pose aussi des fois des questions au-delà de nos frontières, donc au niveau européen. Qu'est-ce qui se passe si demain l'Union européenne nous dit, en fait, il y a un gros problème, il y a que 2 heures d'Internet. En fait, on essaie de se poser des questions pour voir jusqu'à où est-ce que la sobriété a une seule définition ou une seule échelle. Contrairement à ça, est-ce qu'il y a plusieurs définitions de sobriété qui peuvent s'appliquer à différentes échelles? Sur les ateliers de déconstruction, comme je vous disais tout à l'heure que j'arrivais à revenir sur la notion, comment est-ce qu'on peut faire pour définir la sobriété à quelqu'un, un alien évidemment, dans ces cas de figure que je vous propose aujourd'hui, à quelqu'un ou quelque chose qui ne connaît pas ou qui s'en fout du système économique planétaire. Est-ce qu'on ne peut pas lui parler plus de valeur? Par exemple, quand je suis dans la sobriété, j'ai du respect pour les autres, je suis dans l'équité, je prends uniquement ce qu'il y a pour moi et je respecte de les pour les autres. Donc voilà, on essaye de mettre en valeur des campagnes publicitaires comme celle de la ville de Bruxelles, qui utilisent l'humour, justement aussi dans cette idée de sortir de la connotation négative de la sobriété. On parle évidemment de la politique et des temps forts sur l'année. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Par exemple, dans ce cas-là, comme Elisabeth Borne nous parle, nous annonce que les collectivités vont devoir ou vont être invitées à mettre en place des plans de sobriété. Ben, qu'est-ce que ça a voulu dire pour vous exactement? Et donc, on peut faire un tour de table à ce sujet. Moi, j'étais surpris. Moi, je me l'attendais. Moi, je ne me sens pas équipée pour y aller. Moi, je suis bien partant, mais j'ai pas les moyens. En fait, voilà. On parle aussi, comme je vous disais, sur les rationnements avec Mathilde Suba, en fait, parce que le rationnement et la sobriété sont la même chose. Du coup, on donne la parole aux chercheurs, et on travaille dans des ateliers de co-construction, comme par exemple celui-là que j'ai pris une photo parce que j'ai adoré. La sobriété égale anticapitalisme. La sobriété, c'est tout. On essayait de faire une liaison entre les types de musique et la sobriété. Évidemment, je vous laisse pas sans vous inviter à venir au réseau sobriété à nous écrire, à nous faire part de vos besoins qui vont vous permettre de monter en compétence sur ces sujets et de faire part de cette communauté qui est en train de se construire et qui n'attend que vous entendre, en fait. Et avec ça, j'ai fini ma présentation. Je vous remercie pour l'intérêt. Reste ici. Je pense que c'est à la fin qu'on fait des questions, peut-être, Vanessa? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette présentation très très riche et très imagée. Merci à toi. Je le rappelle effectivement pour ceux qui nous ont rejoints, vous posez vos questions dans la partie conversation et nous prendrons un temps qui est dédié à
la fin du webinaire pour relayer effectivement tous vos questions aux différents intervenants. Voilà, toutes vos questions. Je vais maintenant céder la parole donc à Olivier qui va effectivement vous présenter l'association Virage Énergie et puis l'outil tech qu'ils ont développé au sein de cette association et l'action qui est menée justement en faveur de la sobriété. Olivier, je te laisse la parole. Parfait. Alors, donc effectivement, l'idée avec cette présentation, c'est de pointer le rôle essentiel que peuvent jouer les outils pédagogiques dans l'accompagnement en politique de sobriété, avec le rôle que peuvent entretenir des ateliers dans le déploiement à la fois auprès des élus, des techniciens, mais aussi de la population, de politiques territoriales de sobriété. Donc, je passe directement à la présentation de Virage Énergie, comme ça vous parlera davantage. Donc, nous, on est une association lilloise fondée en 2006. Et donc, on forme et on accompagne les collectivités à la territorialisation des politiques énergie-climat au sens large, mais tout particulièrement aux politiques territoriales de sobriété. Donc, on pointe les ressorts que peuvent jouer l'action publique locale en matière de sobriété, en insistant beaucoup, Julien l'a évoqué, sur le caractère collectif de la sobriété et le fait que la sobriété ne se résume pas à des éco-gestes, à baisser son thermostat, à consommer moins d'eau. Ça fait partie de la sobriété, mais ce n'est qu'une dimension de la sobriété. Et une sobriété, pour être juste, elle doit être collective. Et donc, les pouvoirs publics ont un rôle essentiel à jouer dans cette démarche-là. Et donc, c'est notre travail consiste à pointer et mettre en avant les leviers, les ressorts que peuvent détenir les collectivités à ce niveau-là, donc en rapport avec leurs compétences à chaque niveau territorial. Deuxième gros point d'activité pour Virage Énergie, c'est la recherche-action participative. Donc, on collabore avec des laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales en matière d'humanité énergétique. Donc, on s'intéresse beaucoup à la sociologie de l'énergie et aux politiques locales de transition énergétique. Donc, pour ça, on anime et on participe à des dispositifs participatifs, donc avec des chercheurs. L'idée, c'est de pouvoir réutiliser ensuite les conclusions des recherches dans notre travail au quotidien. Donc, c'est bien le sens de la recherche-action. Donc, on recherche et après, on applique directement les conclusions à notre activité professionnelle. Troisième, donc ces deux axes-là, ils s'inscrivent dans une expertise qui est maintenant présente depuis plusieurs décennies chez Virage Énergie en matière de transition énergétique et de climat, et une expertise qui se développe en matière de paysage énergétique. Julie a parlé du prochain webinaire qui sera consacré au paysage de la sobriété. C'est bien un axe qu'on travaille de plus en plus, notamment en lien avec l'intégration paysagère des énergies renouvelables, un enjeu qui est de plus en plus important et qui a été consacré dans la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable du 10 mars 2023. Et donc c'est un axe qu'on travaille beaucoup, notamment par le biais de plans paysage énergétique, donc avec des collectivités qui admettent l'importance d'installer des renouvelables et qui veulent bien le faire, et donc de mettre des installations au bon endroit. Et cette démarche de travailler les paysages énergétiques participe de cette bonne intégration paysagère. Gros axe également de notre expertise, c'est la prospective et la mise en récit territorial co-construite. L'idée, c'est des jolis mots pour dire que on essaie d'intégrer la dimension de transition énergétique dans un vrai récit de territoire qui parle de l'histoire énergétique passée. Donc on s'appuie sur les récits d'anciens du territoire et en même temps on se projette dans le futur, notamment en s'appuyant sur la jeunesse, sur les lycéens notamment, pour essayer de mettre en place un passage de mémoire des plus anciens vers les plus jeunes, donc de pouvoir se projeter en s'ancrant dans des réalités territoriales qui sont racontées par les habitants et les habitants du territoire. Donc ça, c'est de la mise en récit, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire autour de la transition énergétique, de sorte à ce qu'elle soit pas pensée et vécue comme imposée par des décisions politiques, mais bien qu'elle soit portée par les résidents du territoire. Et donc le dernier axe, évidemment, c'est la sensibilisation du public. Donc c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler pour ce webinaire. Donc nous, on conçoit et on anime des outils pédagogiques sur les enjeux énergie, climat et ressources. Donc ces différents outils, on les produit depuis quelques années maintenant et on a participé à les recenser. Donc c'est la slide suivante avant juste de vous pointer les petites publications que vous avez juste en dessous. Donc ça, c'est plutôt la partie expertise. Donc vous avez quelques références que vous pourriez aller chercher sur Internet. Les deux derniers ouvrages sont disponibles dans vos librairies et sur les plateformes numériques d'achat de livres. Donc je passe alors, si ça veut bien fonctionner, au
Alors, 2 petites secondes. J'ai un problème d'affichage. Voilà. Je passe à la slide suivante. Donc, vous pouvez présenter le travail qu'on a mené sur l'outil tech de la transition. Donc, cette outil tech, elle vise à recenser dans une vocation exhaustive les outils pédagogiques disponibles pour avoir un rôle de médiation scientifique en matière d'enjeux, d'ordre de grandeur et de solutions politiques et sociétales en lien avec le dérèglement climatique, la transition énergétique et écologique. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire passer des messages de la manière la plus participative possible. Donc on est bien sur des outils qui supposent la participation active des apprenants qui doivent pouvoir manipuler l'outil. Donc là, on est vraiment sur des ateliers. On n'est pas simplement sur des documents qui peuvent être lus de manière très descendante. Là, on est vraiment sur des outils pédagogiques qui supposent de l'animation, donc qui supposent d'avoir des animateurs. Et donc on a des dizaines de références dans cet outil tech que vous retrouverez en ligne. Vous avez le lien en hypertexte, là, le lien souligné en bleu, plateforme en ligne, vous le voyez. L'idée, c'est de pouvoir donner des ressources pour les collectivités, pour décharger une mission transition énergétique, par exemple, transition écologique, qui peuvent venir là piocher des ressources pour animer des ateliers thématiques. Donc, bon, la capture d'écran n'est peut-être pas terrible, mais l'idée, c'est que vous pouvez sélectionner des limites planétaires. Donc, en fonction des limites planétaires que vous voulez aborder, vous pouvez obtenir un outil ou laisser en mode indifférent. Donc là, vous aurez toutes les limites planétaires. Et vous pouvez sélectionner une thématique. Donc, vous en avez plusieurs, consommation, énergie, mobilité. Donc là, ça va vraiment être thématique par thématique et pas limite planétaire. Ensuite, vous avez différents supports, qu'ils soient physiques, complexes ou physiques simples, numériques. Vous avez différents modes de jeu que vous pouvez sélectionner. Donc tout ça, c'est des menus déroulants que vous pouvez aller explorer et en fonction de vos besoins, vous ajuster et vous allez comme ça le catalogue qui va s'ajuster à votre demande. Et évidemment des petites questions pratiques sur la durée, le nombre de participants, le type de public, etc. Donc en fonction de vos besoins, vous allez pouvoir venir piocher dans cet outil tech. Au-delà de donc la manipulation est relativement simple, je vais pas revenir dessus, je vous laisserai découvrir tout ça. L'idée, et c'est la slide suivante, nous, comme je vous le disais précédemment, on fait de la recherche-action participative. Donc l'idée, c'était au-delà de recenser les outils, on voulait les analyser, les caractériser avec les outils des sciences de l'éducation et des sciences politiques. Et donc ce travail-là de recensement, il s'intègre dans un projet plus large qui est financé par le FONGEP Recherche, donc c'est le Fonds de coopération pour la jeunesse et l'éducation populaire, qui vise à encourager le lien entre associations et monde académique, monde de la recherche. Et donc nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est de voir quels étaient les messages que pouvaient apporter ces outils-là, quel était l'arrière-plan idéologique, quel message ils cherchaient à transmettre. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'ils pouvaient générer la frustration chez les participants, parce que souvent les outils avaient une grille de lecture, une lunette qui était très individualisante. Donc elle tendait à reporter le poids des responsabilités de la crise écologique sur les individus. Donc ça pouvait générer une forme de frustration, voire d'éco-anxiété. Donc, ce qui peut être un petit peu démobilisant. Et donc nous, ce qu'on s'attache à faire, je vous le disais en introduction chez Virage Énergie, c'est d'insister sur le caractère collectif et politique de la transition écologique et surtout de la sobriété. Et donc c'est un des points peut-être qu'il faut avoir en tête quand vous manipulez les outils, c'est que ces outils-là ont un message, portent un message, et le terme sensibiliser, ce n'est pas anodin, il veut bien dire insister sur les bonnes pratiques adoptées par les participants au niveau individuel. Nous, ce qu'on cherche à dire, c'est qu'il ne faut pas forcément sensibiliser, il faut mettre en débat, il faut mettre en discussion la sobriété et la transition écologique au sens large pour justement venir pointer les responsabilités que peuvent avoir les responsables politiques dans la démarche de transition écologique en disant vous avez des missions, vous avez des compétences, vous pouvez vous en saisir pour accompagner les démarches individuelles de sobriété. Donc c'est un petit peu les deux jambes de la sobriété finalement, la jambe individuelle et la jambe collective qui est supportée par le politique et par les politiques publiques. Et donc ça c'est un point qui était notable. Et donc nous, ce qu'on cherche à faire dans notre activité de production, de conception d'outils, c'est de bien retomber sur ces deux jambes-là, individuelles et collectives. Donc insister sur les ressorts politiques de la transition écologique. Ce qui était notable aussi dans notre recensement, c'est que peu d'outils articulaient les ordres de grandeur.
les ordres de grandeur, donc en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation, de production d'énergie, de sorte à ce que les gens n'avaient pas forcément en tête ce qui comptait dans leur bilan carbone ou dans les émissions de leur territoire. Et donc nous, ça nous paraît un point important d'insister sur les ordres de grandeur parce que ça permet de bien situer les responsabilités, c'est-à-dire quels groupes sociaux vont être plus ou moins consommateurs d'énergie et de ressources, sur lesquels l'effort devrait être le plus important ou pas. Et ce que nous enseigne la sociologie, c'est que, en fin de compte, l'effort qui est demandé aux catégories populaires est plus important relativement à leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un point important. Et certains outils peuvent aborder ce sujet-là et avec des graphiques et des éléments chiffrés. Donc j'en ai cité quelques-uns. Donc c'est pas impossible. On peut le faire en restant ludique et pédagogique d'aborder cette question des ordres de grandeur qui est une des entrées pour aborder la question de la justice sociale et climatique. Donc du rapport entre ceux qui contribuent et ceux qui subissent les effets du changement climatique. Et de ce point de vue-là, très souvent, les personnes qui contribuent le moins sont celles qui subissent le plus les effets, quand on pense aux pays du Sud notamment. Et donc ça, c'est un autre point, c'est les inégalités internationales et infranationales qui sont rarement abordées, et nous, on s'attache à le faire quand on parle de sobriété. Donc faible politisation, je le rappelais, on insiste assez peu, les outils insistent assez peu sur les ressorts de l'action publique en matière de sobriété, et sur les cadres sociotechniques. Le fait que un certain nombre de nos décisions, de nos pratiques, de nos modes de vie sont contraints par un système technique. Si on pense au transport, par exemple, nos déplacements domicile-travail, ils dépendent de l'aménagement de l'urbanisme, ils dépendent du réseau de transport à disposition, ils dépendent aussi des politiques d'aménagement passées, donc où est-ce que se trouvent les lieux d'emploi, les lieux de résidence, à quel point on peut se loger ou pas près de son lieu de travail. Donc tout ça, ça va avoir un impact sur nos pratiques et sur nos consommations d'énergie. Et donc l'angle mort, je le disais, c'est celui de l'éco-anxiété, parce que quand on se retrouve un petit peu démuni et qu'on a de la difficulté à mettre en œuvre des pratiques de sobriété, parce qu'on est contraint par un cadre sociotechnique qui nous empêche d'être sobre, ça peut générer de la frustration. On peut se sentir un petit peu démuni et aboutir à une situation d'éco-anxiété. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de poser, que certains outils posent en faisant appel aux émotions, en faisant appel à des séquences artistiques dans les ateliers. Et donc ça un certain nombre d'outils proposent ces solutions-là. Et donc nous aussi, on essaie de s'astreindre à valoriser et à extérioriser les sentiments qui peuvent naître. Parce que quand on réalise un atelier sur l'énergie et le climat, à la fin, on peut se sentir un petit peu plombé. Et donc de pouvoir partager ce sentiment, c'est quelque chose qui nous semble important. Alors ensuite, toujours mon petit problème, voilà, pour passer les slides. Un petit focus, donc on vous a présenté ce qu'on fait chez Virage, ce que c'est que l'outil tech. Vous pourrez aller la découvrir après à la fin du webinaire. Et pour la deuxième partie de ces 20 minutes, je me disais que c'était peut-être intéressant de vous présenter un des outils que nous on met en œuvre chez Virage Énergie dans nos démarches d'accompagnement de territoire. C'est l'outil Virage Sobriété. Donc il vise à, comme je le disais, pointer l'articulation importante à avoir entre sobriété et action publique. Donc cet outil, il vise à sensibiliser la notion de sobriété, donc poser la notion, expliquer ses tenants, ses aboutissants, en évoquant ce que j'ai un petit peu déjà commencé à esquisser, mais l'idée que la sobriété est un outil au service de la justice climatique et de la justice environnementale, qu'elle s'inscrit dans une démarche qui est celle du donut, que vous avez normalement suivi dans un webinaire précédent. Donc nous, on s'inscrira à fond dans cette logique-là, d'expliquer que la sobriété, c'est une répartition plus juste des ressources énergétiques et des consommations. Et donc ça suppose peut-être pour les personnes qui n'ont pas finalement une consommation énergétique décente de pouvoir voir leurs besoins fondamentaux satisfaits grâce à un certain niveau de consommation énergétique. Et au contraire, que les personnes qui dépassent peut-être les plafonds écologiques soient amenées à être plus mesurés dans leur consommation énergétique, donc à respecter le plafond écologique, donc toute la logique du donut, plancher social, plafond écologique, de sorte à se retrouver dans un espace sûr et juste pour l'humanité, donc comme l'indiquent les écrits de Kate Raworth. Donc nous, on s'inscrit pleinement dans cette dimension-là, et donc une partie de l'atelier consiste à faire un retour assez descendant, je vous l'accorde, sur les grands principes, la notion, les enjeux énergie-climat au sens large. Et un des postulats aussi, c'est qu'on s'inscrit dans le scénario négawatt, donc sobriété, efficacité, énergie renouvelable, donc de sorte à baisser nos consommations d'énergie pour aboutir à un scénario 100% renouvelable. Donc ça, c'est les postulats dans lesquels on s'inscrit quand on présente l'outil. Et donc,
la partie pratique, la partie active pour les personnes qui participent à l'atelier, elle vise avec un panel de cartes que je vais vous présenter juste après, à pointer toutes les politiques publiques possibles et imaginables au niveau local en matière de sobriété. Donc là, en l'occurrence, je vous présenterai juste après une carte sur la dimension communale intercommunale. On a réalisé des cartes aussi au niveau régional. Donc on s'adapte en fonction des compétences des collectivités qu'on va accompagner pour que le jeu sérieux soit le plus adéquat par rapport à ce que peuvent mettre en œuvre les collectivités. Ça n'a pas de sens d'expliquer des politiques de sobriété locales ou départementales pour une région et inversement. Donc on interroge avec cet outil la faisabilité et l'acceptabilité des politiques de sobriété. Encore une fois, chaque collectivité part d'un point de départ qui n'est pas forcément, et donc l'ambition des politiques de sobriété va pas forcément être la même, la difficulté de mise en œuvre va pas forcément être la même d'une collectivité à une autre. Donc le but du jeu, c'est aussi d'amener les participants à hiérarchiser ce qui est faisable à court terme ou à long terme. Donc dimension systémique, je le disais, nous on s'inscrit vraiment dans l'idée que les éco-gestes, c'est bien, qu'il faut encourager les citoyens et citoyennes à adopter des éco-gestes, mais que la collectivité doit jouer le rôle de catalyseur de ces éco-gestes. Ensuite, tenir compte de la diversité, je l'ai cité, donc je vais passer à la slide suivante. Donc, je le disais, l'intérêt, c'est d'avoir un outil d'aide à la discussion. On n'est pas là pour apporter des réponses toutes faites. L'idée, c'est que les gens qui participent aux ateliers, donc qui sont des élus, des techniciens, potentiellement le grand public, puissent discuter entre eux pour essayer de hiérarchiser, de voir qu'est-ce qui est le plus faisable, qu'est-ce qui est le plus opérationnel au niveau local. Donc on a vraiment un panel d'actions possibles. Il ne nous appartient pas de dire quelle est la plus importante au niveau local, quelle est celle qui pourrait être mise en place le plus rapidement. Ça, c'est pas forcément notre rôle, et on ne serait pas légitime à le faire. Donc on s'appuie vraiment sur les ressources et les compétences territoriales pour ça. Donc on sort effectivement des réunions descendantes, des postures qui peuvent être un petit peu descendantes, oui, voilà. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment une dimension ludique, pédagogique. Les gens doivent passer un beau moment. Je vous le disais, parfois c'est un petit peu plombant. Donc, passer la partie, la séquence descendante où on explique la sobriété, les enjeux énergie-climat. Là, on doit arriver ce qu'on doit baisser en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie. On passe à une dimension plus ludique. Et on est sur un temps donc actif, apprenant, qui permet de faire une petite bulle où on réfléchit collectivement et ce qui peut mobiliser des élus qui par ailleurs sont très mobilisés. Donc à quel public ça s'adresse? Je le disais, techniciens, élus de collectivité. Ça peut être un outil strictement utilisé en interne, mais ça peut être un outil utilisé aussi avec des partenaires locaux, du monde économique, associatif, du monde de l'action sociale et le grand public. Donc ça va dépendre des moyens que vous engagez dans votre démarche de transition. Ça peut être au moment d'une révision d'un document réglementaire, un PCAET par exemple, un SRADET pour ce qui est des régions. Mais ça peut être hors de son temps-là, ça peut être suite à un renouvellement d'une équipe municipale, d'une équipe régionale. Donc vous avez un nouvel exécutif que vous souhaitez accompagner, ils ont un projet politique et ils souhaitent initier une démarche, donc l'outil peut s'y prêter. Donc les cartes, je le disais, donc bon, 94 cartes, ça c'est pour la dernière version qu'on a réalisée pour la région Bretagne. L'idée c'est que on est en train, avec le soutien de l'ADEME, de faire une version générique qui elle va aboutir à un peu plus, 120 cartes, un petit peu plus, donc qui se répartissent en 4 thématiques: urbanisme et bâtiment, mobilité, agriculture, alimentation et économie. Donc je vous ai mis un petit exemple juste après de comment se présente la carte. Donc vous avez à chaque fois le rappel de la thématique juste en haut à droite. Vous avez l'intitulé de la politique à mettre en œuvre, une brève présentation de la politique, donc expliquer en quoi ça relève de la sobriété, quel est l'intérêt en termes de réduction des consommations d'énergie. Et juste en dessous, vous avez les co-bénéfices. Parce que nous, c'est quelque chose qu'on a à cœur de pointer, c'est qu'une politique de sobriété, c'est pas juste c'est pas l'écologie punitive où on va dire aux gens de se priver. Ça peut avoir une dimension enthousiasmante, ça apporte plein de co-bénéfices, c'est utile au sens social du terme. Et donc, d'un point de vue stratégique, en termes de valorisation politique de la sobriété, ces co-bénéfices sont indispensables à souligner. Et donc, voilà, avec ce petit onglet co-bénéfices, l'idée c'est d'insister là-dessus. Au verso de cette carte, vous allez avoir un peu plus de détails, d'explications. L'idée c'est que là, vous avez l'exemple sur la Bretagne. On cite généralement un exemple local de démarche qui est en rapport avec la carte. Donc là, on a dans le Morbihan, Boc-à-la-Brouette, qui
propose des chantiers participatifs pour créer des potagers. L'idée, c'est un petit peu en fonction du territoire qu'on va accompagner, on interroge les acteurs du territoire pour identifier des exemples et pour rendre la carte un petit peu opérationnelle avec concrètement quelles démarches des techniciens peuvent mettre en œuvre. Donc en fonction de la carte, on va avoir des cartes plus ou moins précises, on va pouvoir quasiment se dire que la politique publique peut être mise en œuvre. Et juste en dessous, vous avez le potentiel de sobriété, donc en termes d'économie d'énergie, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, d'économie de ressources et d'acceptabilité sociale. Donc ces 4 points sont importants. Pourquoi ? Parce que, slide suivante, les participants, ils ne sont pas là juste à lire des cartes finalement avec des politiques de sobriété, ça serait vite un petit peu ennuyeux, il y en a près d'une centaine, donc ça serait assez fastidieux. Non, l'idée c'est de se mettre en sous-groupe et de positionner ces différentes cartes en faisant un choix collectif sur un horizon temporel. Donc là vous avez un 20 avec 2 petits tirets, c'est parce que là il s'agit de mettre des dates avec des chiffres en mousse. Donc l'idée c'est de mettre par exemple 2030, 2040, 2050, ou au contraire ça va être 2026, 2028, 2030 en fonction de l'horizon temporel de votre action politique. Si on est dans une révision de PCAET, on va se mettre à l'horizon de la révision du PCAET. Et donc l'idée c'est, vous choisissez un horizon temporel, enfin les participants choisissent un, et ils sont contraints de sélectionner un nombre X de politiques à hiérarchiser, à prioriser. Et donc donc c'est là tout l'intérêt, c'est de savoir finalement, lorsqu'on sort de l'atelier, qu'est-ce qu'on a découvert comme politique publique qui relève de la sobriété, dont on n'avait pas forcément la connaissance, identifier celles qui potentiellement sont déjà mises en œuvre. Donc c'est un petit moment d'auto-congratulation, on se dit mince, en fait on fait déjà de la sobriété sans le savoir, alors voilà, ça bouge un petit peu. Oui, il est 51, je m'arrête. Et j'imagine que c'est pour me dire ça que le curseur bouge. Donc l'idée c'est de hiérarchiser temporellement les politiques de sobriété à mettre en œuvre, et ensuite de savoir de quoi elles relèvent. Est-ce qu'elles relèvent de la réglementation d'une police administrative par exemple? Est-ce qu'elle relève de l'incitation avec des soutiens financiers, ou de l'animation, donc de la sensibilisation du public? Et donc toutes ces dimensions relèvent de la sobriété, et tout le but du jeu c'est bien de prioriser et de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en place sur son territoire. Et j'en arrête maintenant puisque j'ai dépassé d'1 minute mon temps de parole. Merci à toutes et tous. Merci. J'aurai plaisir à répondre aux questions après. Ouais, c'est comme aux Oscars, tu vois, il y a une petite musique quand les gens sont trop longs, et là, c'est pas une petite musique. Présentation. Ah, ça va, c'était ma dernière slide. Vanessa, la suite. Oui, merci Olivier, tu étais parfait, et sache que voilà, c'est pas codifié hein, la slide qui bouge. Voilà, tu pouvais prendre quelques minutes supplémentaires, il n'y avait pas de souci avec ça. Merci en tout cas pour cette riche présentation également. On l'a dit, donc on va terminer par le témoignage inspirant, avec cette idée effectivement qu'il soit pour vous reproductible éventuellement sur votre commune. Donc avec Monsieur Rodriguez qui va nous partager son expérience sur cette question de la sobriété. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Voilà, donc effectivement, je vais vous présenter un exemple assez concret. Donc, comme l'a dit Olivier juste avant, quand on nous a interrogé sur la sobriété il y a presque 5-6 ans, ça ne nous parlait pas beaucoup, mais en fait, au fil des questions, on s'est rendu compte qu'on faisait de la sobriété sans le savoir. Donc là, l'idée, c'est un peu de vous montrer ça en sachant bien qu'on ne s'est pas réunis en disant tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour faire de la sobriété. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc Muttersolz, c'est donc en Alsace, à côté de Sélestat. Juste en termes de paysage, on est à peu près sur la moitié de notre territoire qui est en zone Natura 2000, donc en la plaine inondable de Lille, et l'autre moitié qui est sur une zone de céréaliculture intensive, mais qui est aussi concernée par un captage d'eau potable. Donc voilà, on est un village qui est très concerné par les aspects environnementaux, qui a été capitale française de la biodiversité en 2017 et qui est connu pour ses démarches donc territoire énergie positive.
En termes d'éléments de contexte géographique, vous avez Célestat qui se situe à l'ouest de la commune et on est un peu en espèce d'entonnoir, donc on est très traversé par des flux automobiles, ce qui va avoir son importance par la suite. On a 8000 véhicules jour dans un village de 2200 habitants. Et aussi en termes de contexte, on a été un village très confessionnel. Vous avez ici le nouveau gymnase dont on va parler avec l'église catholique, l'église protestante et l'ancienne synagogue qui se situe ici. Donc une habitude de vivre ensemble assez ancienne. Voilà. Donc ce que je vais vous présenter, c'est d'abord une méthode, ensuite ce que j'appelle une utilisation intelligente de toutes les ressources locales, et un petit chapitre sur moins de biens, plus de liens. Donc la sobriété, donc comment est-ce qu'elle est abordée? Elle n'est pas vraiment abordée à Muttersols par les élus. Donc je suis secrétaire général de la commune, je ne l'ai pas précisé. Et donc évidemment, les élus ont une orientation de long terme, des objectifs généraux de transition écologique, à l'intérieur desquels la sobriété vient prendre sa place. Et donc la méthode, c'est projet par projet, action par action. On définit les besoins et les objectifs pour répondre à ces besoins de la manière la plus juste, la plus précise et la plus efficace, en se demandant qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui a du sens. Et vous allez le voir dans les exemples que je vais présenter par la suite. Et surtout, prendre le temps de la réflexion et favoriser l'intelligence collective. Donc ça veut dire que sur les projets les plus innovants ou les plus structurants, il y a un temps qui peut être assez long d'appropriation de ce projet, avec les utilisateurs, avec les citoyens, avec les partenaires, pour mûrir ce projet et pour faire les bons choix. Ensuite, ce temps-là est aussi mis à profit pour rechercher les partenariats, faire émerger les complémentarités, et in fine, pour ne pas créer de doublons et mobiliser les compétences. Donc c'est du temps de construction, voilà, d'un projet de manière collective et surtout d'un point de vue humain, avant qu'on rentre dans l'investissement physique. Donc, plus de temps et de réflexion, c'est un projet mieux défini, utile et bien dimensionné. Et la seule ressource qu'on n'économise pas, c'est la matière grise collective. Donc, ça peut être des prestataires extérieurs, mais c'est surtout du temps de réflexion collective. Toujours en termes de préambule, c'est toujours plus facile de répondre à un besoin nouveau avec sobriété, plutôt que de renoncer à une pratique existante pour être plus sobre. Et donc, dans les deux exemples que je vais développer, donc il y a le gymnase, c'est un besoin nouveau, et l'éclairage public, c'est quelque chose d'existant. Voilà, donc le gymnase à énergie positive, donc qui se situe au cœur du village. D'abord, on a essayé de définir le besoin en tenant compte des dynamiques existantes. Vous avez, je ne sais pas si on voit mon pointeur, vous avez l'ancienne synagogue qui est ici, donc la société de gymnastique, l'association de gymnastique, pratiquer ces activités dans ce bâtiment-là et était très à l'étroit parce que en fait c'est une salle polyvalente avant l'heure. Donc pendant la semaine il y avait les activités de gym et le week-end il y avait les activités festives. Donc il y avait du temps de mise en place et de rangement du matériel qui épuisait un peu les bénévoles et surtout la salle était pas du tout aux normes, quoi. Donc le besoin c'était principalement de donner un cadre plus confortable à l'association pour qu'elle puisse se développer et que les bénévoles consacrent du temps utile à l'encadrement des activités. Mais à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir en disant pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une salle polyvalente, une salle polyvalente où on peut tout faire, c'est-à-dire du hand, du foot, de salle, du basket. On leur a dit pour deux raisons. Déjà, parce qu'il n'y a pas de club de hand, il n'y a pas de club de basket. Et que nous, on croit que ce n'est pas l'équipement qui crée la dynamique humaine, c'est la dynamique humaine qui permet d'investir les équipements. Et surtout parce que dans les villages à côté, il y a tous ces équipements qui existent, donc le hand, le basket, le badminton. Donc voilà, c'était un choix plutôt volontariste de dire on fait un gymnase, alors qui est ouvert à toutes les activités qui peuvent s'y tenir. Il y a un grand praticable avec ce qu'on peut appeler du sport chaussette, donc ça peut être du qigong, du yoga, même du krav maga, bon, voilà. Mais par contre, voilà, ça limite un petit peu les possibilités. Premier choix. Le deuxième choix, c'est de limiter le besoin de déplacement et l'étalement urbain. Donc on a eu tout un travail avec le CAUE qui nous a accompagnés dans un choix d'aménagement urbain assez structurant.
on a évalué différentes options et une de celles-ci, c'était évidemment de faire cette salle en dehors du village pour avoir plus de place, pour être plus à l'aise et surtout pour avoir de la place pour garer les voitures. Donc, encore une fois, un choix assez radical de dire non, on va plutôt essayer de renforcer une nouvelle centralité puisque notre village n'avait pas de vrai centre et est traversé par des rues. Donc, on va plutôt essayer de... Voilà, on a un espace plutôt contraint, mais on va plutôt essayer de le renforcer pour limiter les déplacements et renforcer cette centralité. Et ça nous a permis aussi de construire un pôle un peu multi-activité pour favoriser la rencontre et le vivre ensemble. Donc, c'est un complexe qui est à la fois sportif, culturel et citoyen, puisqu'on a la salle du conseil, la salle culturelle et la salle sportive qui sont dans le même espace, avec au centre ce qu'on appelle la rue, une rue couverte qui permet cette rencontre. C'est aussi au cœur des liaisons douces, puisque en fait tout cet espace est accessible uniquement en liaison douce, et donc c'est vraiment un lieu de rencontre des mobilités douces. Et c'est aussi une mutualisation de salles avec la future résidence senior qui va s'implanter prochainement à l'arrière du bâtiment. Alors, comment impliquer les citoyens tout l'espace qui est autour de ce gymnase a été volontairement laissé nu, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait seulement du gravier et de l'herbe pendant 2-3 ans, et on a construit le programme de maîtrise d'œuvre avec les citoyens, donc accompagné par la Maison de la Nature de Muttersolz. Et donc, ce sont les citoyens qui ont construit ce programme-là. Donc, c'est une démarche de participation un petit peu maximum, puisque en fait, on a posé un cadre très général, mais ils ont abouti à un programme qui est pas de voiture, pas de tuyaux, donc c'est un espace qui est complètement perméable, zéro artificialisation nette, puisque en fait, même le gymnase vient prendre la place d'un ancien hangar agricole, et avec un espace végétal très majoritaire. Donc voilà un peu un exemple concret de cette méthodologie de sobriété. Voilà, on ne s'est pas dit on va faire de la sobriété, non, on applique la sobriété dans nos choix d'aménagement, d'équipement de politique publique. Et ça peut se retranscrire sur d'autres projets comme le projet culturel avec la transformation de la synagogue en salle culturelle. On a un peu appliqué la même méthodologie, ou l'extinction de l'éclairage public la nuit. Maintenant, juste un petit angle énergie. Voici entre 2014 et 2016, les premiers efforts de sobriété ont conduit à une réduction d'à peu près un tiers des consommations énergétiques. Donc, ce qui s'est passé pendant l'hiver 2022-2023, on l'avait déjà appliqué et on a déjà pu voir que ça fonctionnait, quoi. Donc, bon, vous les connaissez, je ne vais pas vous les refaire. Arrêter de chauffer pendant les vacances scolaires et les week-ends, réduire la température de consigne, bien régler les équipements. Bon, voilà, ça, c'est des choses un peu traditionnelles. Et l'objectif qu'on avait quand on a commencé la démarche territoire énergie positive, c'était donc de produire plus d'énergie qu'on en consomme, mais surtout de consommer moins d'énergie qu'on en produit. Et donc, voilà notre objectif en 2015 avec centrale hydroélectrique, photovoltaïque et chaufferie bois. Et donc une réduction de tous les postes énergétiques. Et je reviendrai après sur les résultats. Donc ça s'est passé comment? Donc d'abord des équipements performants et intelligents, donc quelque chose aussi d'assez classique, les luminaires boules qui éclairent le ciel autant que le sol ont été remplacés par des mâts plus hauts sur l'éclairage public. On en a mis moins, on a commencé par faire de l'abaissement nocturne. Vous voyez ici l'impact de l'abaissement nocturne, puisque vous avez des capteurs qui ont été installés sur chaque armoire d'éclairage public. Vous avez avant les travaux, pendant les travaux, le jour où les changements ont été faits, et après les travaux. Donc là, on a déjà divisé par 2 simplement en faisant de l'abaissement nocturne. Donc c'est-à-dire qu'on continue à éclairer les rues, mais la puissance diminue, quoi. Donc voilà. Et là, on est passé à l'extinction nocturne pendant le premier confinement en 2020. Donc, on a lancé un peu une réflexion collective sur les réseaux sociaux et on a proposé d'éteindre entre minuit et 5 heures. Et donc, on a fait, sans surprise, de fortes économies. Et par contre, là, on a fait le choix d'éteindre tout le village plutôt que de dissocier des secteurs avec des risques de jalousie entre quartiers ou de dire pourquoi ce quartier et pas un autre. Simplement, suite à la concertation, on a quand même
pondérer ça le vendredi et le samedi, où l'extinction a plutôt lieu à partir de 2 heures du matin, pour favoriser les trajets à pied et en vélo dans le cœur du village. Voilà. Ensuite, bon, c'est pareil, il y a eu un gros travail sur les bâtiments publics de rénovation thermique sur le groupe scolaire, sur l'ancienne synagogue, sur la mairie. Le bâtiment, le gymnase qui a été construit est un bâtiment passif et à énergie positive. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que la technologie n'est pas toujours mauvaise et elle peut permettre aussi de garantir que ces équipements continuent à maintenir leurs promesses sur le temps et qu'on n'ait pas des phénomènes de dérive, ce qu'il peut avoir. Donc, tous ces bâtiments ont été instrumentés sur les capteurs principaux, donc d'électricité, de gaz et de chaleur, mais aussi par zone et par usage, donc sur l'eau chaude sanitaire, sur l'éclairage, par zone, et le responsable des services techniques suit ça avec attention pour éviter les dérives. On a aussi des capteurs de qualité de l'air, des capteurs d'humidité qui permettent de corréler aussi des fois le ressenti sur la température ressentie, la température mesurée. Donc voilà pour les équipements. La mobilité, alors ça c'est un chapitre très important quand on parle de sobriété et on se rejoint tout à fait avec Virage Énergie où il y a quand même une part individuelle, mais il y a une part collective, notamment dans ce qu'on offre comme infrastructure. Donc vous voyez ici ce qui se passait avant 2010, qui était un peu traditionnel, donc des chaussées trop larges, des trottoirs réduits avec des voitures dessus, une forte circulation. Donc on a commencé par faire des travaux sur les axes principaux pour réduire la place de la voiture, créer des zones de rencontre, donc vous voyez qu'ils sont bien utilisées. Et vous avez maintenant tout ce qui est mobilité douce. Donc là, c'est là où on a mis le paquet pour créer des sites propres pour que les enfants, notamment, puissent aller à l'école à pied et en vélo. Donc on a toute une armature de liaison douce. Vous voyez ici les sorties d'école qui sont très utilisées. Et là, c'est un peu le chaînon manquant qui rejoint le gymnase et l'école élémentaire. Et ça a nécessité 2 ans de négociation pour traverser le jardin. Vous voyez qu'on a un jardin de part et d'autre. Donc, c'est pas grand-chose en termes de financiers, l'achat et la réalisation. Par contre, en termes de temps, c'est beaucoup. Et en termes de résultats, c'est beaucoup. Puisque vous voyez le garage à vélo, même en hiver, même quand il pleut, même quand il fait froid, même quand c'est la nuit, on ne descend pas en dessous de 60-70 vélos ou trottinettes pour une école qui compte 180 enfants. Et au mois de juin, on est à presque 170 vélos et trottinettes. Donc c'est vraiment très important. Donc évidemment, ça va avec des ateliers, ça va avec des programmes de sensibilisation, mais ça va aussi avec ces équipes, ces infrastructures qui ont été créées. La sobriété foncière, c'est un autre chapitre pour lequel on est très référencé, et notamment la politique logement vacant. Je ne vais pas forcément le détailler aujourd'hui. Si vous le souhaitez, je peux y revenir dans la partie questions. Mais ça nous a permis de faire ce qu'on appelle un lotissement ZAN. Donc, en l'espace de 5-6 ans, on a créé 30 logements. Donc pour une commune de 200 habitants, 800 logements, 800 habitations, c'est quand même beaucoup, sans consommer 1 mètre carré de foncier. Donc c'est vraiment une politique qui a porté ses fruits et qui continue à porter ses fruits. L'aspect énergie renouvelable, voilà, avec le photovoltaïque, les microcentrales hydroélectriques, les chaufferies bois et l'autoconsommation collective. Et là, les résultats, vous voyez, en 2020, on a produit 3 fois plus d'énergie qu'on en a consommé. Donc, avec évidemment la centrale hydroélectrique qui a beaucoup produit, mais des économies d'énergie qui ont porté leurs fruits. Alors, je mets toujours ça en rapport avec l'équilibre énergétique de l'ensemble du territoire, parce que là, je parle de l'administration municipale. On est à 3 fois plus, mais par contre, quand on regarde l'ensemble de la commune, on est à 7% de production par rapport à aux consommations de l'ensemble du territoire. Donc, ce qui représente 2 éoliennes ou 7 hectares de panneaux photovoltaïques. Voilà, et l'autoconsommation collective, je rentrerai pas dans le détail, mais aujourd'hui, on est à peu près à 75% de nos besoins pour l'administration municipale en électricité qui sont fournis par nos centrales hydroélectriques.
Et après, la dernière partie, c'est l'aspect vivre ensemble, faire ensemble. Donc, avec plein d'actions qui sont menées pour favoriser le vivre ensemble. Donc, c'est plein de petites choses, mais mis bout à bout, ça permet de construire une communauté villageoise, hein, puisque le mal absolu, c'est l'individualisme, mais qui, là encore, est la résultante de choix collectifs, hein, d'aménagement du territoire, d'éloignement des centres d'emploi, des centres de résidence, le prix du foncier. Bon, bref, des chantiers nature, des nettoyages collectifs des espaces naturels, le marché des producteurs qui a été créé et qui fonctionne très bien, des plantations de haies. L'intelligence collective, j'en ai parlé, hein, donc c'est prendre le temps avec les principaux intéressés de construire ensemble les politiques publiques, donc le projet culturel, le projet agriculture et nature avec les agriculteurs, des voyages d'études en Allemagne, on est juste à 30 minutes de l'Allemagne, donc ça nous permet d'avoir vraiment des exemples inspirants, le groupe de travail logement vacant, et les initiatives citoyennes innovantes, hein, la commune ne peut pas tout faire, par contre, quand il y a des associations ou des groupes citoyens qui se montent, bah, c'est de tout faire pour que ça puisse émerger, donc un festival de contes, le sentier pieds nus, hein, qui permet de se reconnecter à la nature de manière gratuite, qui draine presque 50 000 personnes par an. Voilà. L'atelier jus de pomme, là c'est un vrai exemple de sobriété, puisque c'est les citoyens qui viennent avec leurs pommes et qui repartent avec leur jus. Ça évite de consommer des boissons sucrées artificielles et industrielles, et ça permet de préserver les vergers, et on est sur une réutilisation des bouteilles, puisque là vous voyez les bouteilles de crémant d'Alsace qui sont réutilisées. Les gens viennent avec leurs bouteilles. Et je finirai par cette diapo, hein, de la nécessité de travailler sur les imaginaires, la transition des esprits, puisque la sobriété, c'est revenir sur 70 ans d'imaginaire, de progrès économique, de consommation. Donc on a une nouvelle salle qui a été inaugurée dans l'ancienne synagogue, qui s'appelle Les Synergies, et on a adhéré au réseau des maisons de l'écologie culturelle. Et donc on propose toute une programmation sur ces questions-là. Et je finirai par quelque chose d'un petit peu plus décalé, puisqu'on a aussi inauguré la première forêt sanctuaire de France, qui permet une inhumation des urnes cinéraires en forêt, avec voilà, un résultat très sobre, hein, puisque c'est un pavé avec une plaque, et qui permet aussi de travailler sur les imaginaires par-delà la vie. Voilà, donc vous avez ici mes contacts. Si vous voulez développer, on peut encore en parler dans les questions, ou vous pouvez me contacter si vous avez des questions supplémentaires. Et j'en ai fini. Hop, je reviens avec vous en vidéo. Merci beaucoup, Julien Rodriguez, donc, pour cette présentation tout à fait claire et puis multiple. Hein. On voit que quand on parle sobriété, on est vraiment sur une démarche globale, et c'est là qu'effectivement une démarche collective, vous l'avez souligné, hein, tous les trois, c'est là où ça prend effectivement tout son sens. On va passer maintenant au petit temps d'échange questions-réponses. Pour le moment, côté conversation, je n'ai pas de questionnement, hein, de la part de nos participants. Alors, n'hésitez pas, hein, si toutefois voilà, certaines questions viennent à vous. Moi, en tout cas, alors plus qu'une question pour le moment, j'ai vraiment envie de rebondir sur un combo, hein, que vous avez cité les uns et les autres durant ces présentations. C'est le fait que cette sobriété, effectivement, à travers tout ce que vous nous avez présenté, il s'agit d'inverser, vous l'avez très bien dit, l'état d'esprit aujourd'hui derrière le mot sobriété, et de plutôt partir effectivement sur une perspective d'action enthousiasmante et réjouissante. Et ça, vous nous l'avez transmis, et c'est vraiment aujourd'hui l'intérêt du cycle de webinaire que nous aussi, e-communauté énergie du CNFPT, on a souhaité vous proposer. C'est de faire la sobriété de demain des actions enthousiasmantes. Et vous l'avez proposé aussi
dans vos présentations, on a terminé par celle de Julien qui l'a également cité, c'est de travailler sur nos imaginaires. On l'a vu dans le premier webinaire également, avec le design fiction. Vous l'avez extrêmement bien aujourd'hui explicité à nouveau. Et j'en profite pour vous dire que ce sera également une thématique qui sera explorée sur le dernier webinaire qu'on vous propose le 14 mai, puisqu'on s'attachera sur les fresques de la sobriété et fresques des nouveaux récits. Et c'est vraiment cette combinaison entre travailler nos imaginaires, penser notre monde de demain et effectivement choisir notre sobriété et faire qu'elle soit non seulement un choix et donc qu'elle soit désirée et désirable. Je regarde maintenant si nous avons quelques questions. Merci à Julien qui a rajouté effectivement la charte du réseau sobriété. J'en avais une, moi, à titre personnel, de questions, Vanessa, et elle s'adresse un peu à tous les acteurs. C'est que on a eu un grand ramdam sur la sobriété à l'hiver dernier, 2022-2023, parce qu'on nous a brandi la menace du blackout et de la pénurie. Et je voulais savoir si, pour tous les acteurs, ça fait des années qu'ils sont sur la sobriété et des années qu'on leur dit mais arrêtez de vouloir nous faire vivre comme des Amish. Est-ce que ce moment-là où c'est devenu une espèce de sujet national, est-ce que ça a finalement boosté vos activités? Est-ce que ça... Parce qu'on a vu qu'il suffisait de le dire finalement pour avoir des vrais résultats. Là, j'ai partagé justement un rapport du gouvernement qu'on a profité pour bien rebondir sur tout ça. Il suffisait de le dire finalement et qu'on avait des résultats tangibles. Est-ce que vous, dans vos activités, Leclerc, Virage Énergie et même à Mutter-Scholz, est-ce que ça a eu des résultats concrets sur l'acceptabilité, la crédibilité de vos actions et tout ça? Oui, si je peux me permettre, oui, évidemment, c'était le sujet de la sobriété est devenu depuis quelques années, depuis peut-être 2 ans, un sujet très médiatisé. Cependant, il reste peut-être mal compris et je pense que sa médiatisation n'a pas été tout aussi bénéfique qu'on aurait pu la souhaiter. Je m'explique, en fait, on est allé à la sobriété conviction, pour essayer de croire qu'on a besoin d'y aller à la transition énergétique et que la sobriété est un moyen de participer, mais dans la peur, quelque part, et dans la contrainte, dans la peur de délestage, de blackout, comme tu as pu dire, la peur de prix de la flambée des prix de l'énergie, donc on a peur de ne pas pouvoir payer cette facture, soit au niveau individuel, soit au niveau collectivité. Finalement, oui, est-ce que ça nous a été bénéfique? Oui, ça a permis de positionner la sobriété quelque part dans la scène publique d'une manière incontournable. C'est vraiment pas par les bonnes raisons, mais oui, finalement, on est arrivé là. Et ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, l'intérêt pour travailler sur la sobriété énergétique, elle continue à être présente. En fait, quelque part, si je peux me permettre l'expression, c'est ça, c'est dégonfle pas. Et un exemple de cela, c'est que les scénarios de l'ADEME, les travaux qui sont faits avec leur rapport qui s'intitule Transition 2050, ils sont territorialisés, entre autres par Virage Énergie. On se rend compte que les collectivités de toutes les pays, elles arrivent aux trajectoires souhaitées et après, on passe la sobriété. On n'arrive plus qu'avec les taux techniques. Donc, oui, donc, pour répondre, on est arrivé peut-être dans la délai, mais quelque part, ça nous a permis quand même de comprendre de la sobriété, qu'on puisse dire le mot sobriété sans qu'il y ait une connotation négative, mais peut-être une autre perspective. Une autre...
vraiment et de lui donner toute sa place qu'elle mérite dans la transition énergétique, comme pilier de la transition énergétique. Olivier, est-ce que tu as été aussi débordé Alors, je serais peut-être un petit peu moins optimiste que Julia. La rejoins sur le fait que ça a permis de diffuser vraiment la notion et que elle a été très médiatisée, donc les gens ont forcément entendu à un moment donné ou à un autre cette notion. Le problème, c'est qu'elle a peut-être été un petit peu vidée de sa substance et on en a fait un instrument d'une fin qui était faire tenir le réseau électrique. Et donc ça a pu faire perdre de sa substance à la notion en lui mettant une définition qui est, je le disais, bien plus responsabilisante pour les individus et bien moins collective. Et donc une définition qui était consolidée en sciences humaines et sociales depuis plus d'une décennie avec un véritable projet de société derrière et un idéal de justice sociale à défendre. La définition qu'on auront retenue les Françaises et les Français, c'est peut-être pas celle que nous on défend au quotidien. Et quand on est sollicité par certaines collectivités locales, encore une fois, c'est peut-être pas forcément pour les bonnes raisons. C'est avec l'idée de peut-être réduire sa facture et de se focaliser sur sa consommation de fluide et pas forcément sur une vraie démarche de territoire. Donc après, évidemment, on présente ce que ça veut dire pour nous, cette notion, et la richesse de la définition, et ce que ça peut supposer en termes de transformation collective de mode de vie. De fait, ça a pu créer une forme de confusion entre plusieurs grilles de lecture de la sobriété, et on a parfois l'impression de ne pas forcément parler le même langage. Quand on parle de sobriété, on a un même mot, et il est devenu polysémique, et donc ça peut créer de la confusion. Donc c'est un sentiment un petit peu ambivalent de se dire ça se diffuse, de plus en plus on peut porter un message plus facilement, on est invité à des webinaires, des conférences, comme aujourd'hui on peut exposer ce qu'on a à présenter, mais il y a peut-être des choses à rappeler, à clarifier dans l'esprit des gens, et donc ça réclame un autre travail, mais donc voilà, un sentiment ambivalent, je dirais. Julien, une réaction par rapport à cette question de la sobriété mise d'un coup Oui, tout à fait. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Olivier. C'était un coup de projecteur et nous, on en a bénéficié puisqu'on a été dans les 4 collectivités citées par l'ADEME dès les premiers communiqués. Donc, on a été très interrogé là-dessus. Mais effectivement, ça a permis au mot de faire sa place dans l'espace public, mais avec clairement un conflit sur la définition de ce mot. Et il n'est pas encore tout à fait stabilisé. Et donc, il faut lui donner du contenu. Et effectivement, entre les aspects très individuels et responsabilisants et très limités, et les aspects très ambitieux tels qu'ils sont définis par Virage Énergie ou par l'ADEME dans ces scénarios, il y a tout un monde, quoi. Donc voilà, c'est le début d'un travail, quoi. Mais en tout cas, ça permet de faire remonter ce terme sur le haut de la pile. À propos de travail, ça m'amène une autre question, puisque je ne les vois pas encore concrétisées sur l'onglet conversation. C'est justement la sobriété dans le travail. J'ai lu récemment un délicieux roman, et j'insiste sur le fait que c'est un roman qui s'appelle Paresse pour tous, où le pitch, en gros, c'est quelqu'un qui se présente à l'élection présidentielle avec une promesse qui serait de travailler 3 heures par jour, et il est élu. Et je vous laisse découvrir la suite. Mais tout ça pour dire que déjà que c'est un roman et que du coup ça participe justement à la construction des récits autour de la sobriété et de récits plutôt positifs. Mais la sobriété justement dans le travail, ou dans les heures travaillées ou dans la quantité de travail qu'on devrait mettre en œuvre, c'est pas des choses dont je vous ai beaucoup entendu parler finalement. Si, j'ai quand même beaucoup parlé du temps à y consacrer parce qu'effectivement, la matière grise, le temps de discussion, de manière générale, la sobriété, c'est du temps. C'est du temps collectif pour décider ensemble ce qu'on veut faire ou ce qu'on ne veut pas faire, donc plutôt que d'avoir des réponses toutes faites. Mais c'est du temps individuel parce que nécessairement, faire du potager, s'occuper de ses enfants, faire des activités autrement, c'est du temps. Donc oui, donc ça a nécessairement une implication sur le temps de travail. Après, tout le monde n'a pas ces leviers-là à disposition.
Pour peut-être compléter, il y a une notion qui a un petit peu fait débat, notamment au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le droit à la paresse, qui avait été une notion amenée par Sandrine Rousseau l'année dernière, il me semble. Ça avait fait beaucoup jaser. Il y avait eu quelques débats. C'était parfois très polarisé, hein. On connaît le fonctionnement de notre Assemblée nationale, mais ça posait un sujet intéressant et qui a été peut-être pas forcément super bien traité et un petit peu monté en épingle, mais ça posait une vraie question et qui est posée par le roman. C'est quelle place a la réduction du temps de travail dans nos quotidiens et quelle place pour le temps libre. Et bon, Mitterrand en son temps posait la question du temps libre et ça redevient peut-être un sujet encore à la marge, mais ce roman a cet intérêt-là, effectivement, de renouveler les imaginaires en dressant d'autres possibles, d'autres horizons. Et nous, ce sur quoi on insiste aussi beaucoup, c'est le rapport au confort et au lien social. De se dire que la sobriété peut impliquer une forme de perte de confort, parce que oui, quand on obtient son dîner avec un Uber Eats ou un Deliveroo, bah, c'est confortable, mais est-ce que c'est forcément souhaitable? On peut se poser la question, que toutes les implications que ça peut avoir en termes de précarité ou de conditions de travail, et donc de repenser le rapport au temps en se disant, bah, je vais essayer de m'approvisionner en circuit court, je vais faire mon repas, je vais le préparer avec ma famille ou pas d'ailleurs, et donc ça renouvelle complètement la place qu'entretient par exemple l'alimentation dans notre quotidien et le temps que ça prend dans notre quotidien, et donc fatalement ça bouscule les habitudes de vie qui vont plus se construire progressivement, mais c'est peut-être une des implications de la sobriété, c'est de vraiment renouveler notre rapport au temps et la notion de confort. Donc ça, c'est un point qui me semble intéressant et que des ouvrages comme celui que tu cites amènent dans les discussions. Si je ne me trompe pas, Olivier, justement par rapport à cette question du temps en lien avec la sobriété, la métropole lilloise a réalisé des actions. Alors, je dis Olivier ou Julia d'ailleurs, hein, parce que je pense que tous les deux, vous pouvez témoigner sur ce sujet-là, sur cette question du temps et de la sobriété. Donc, je laisserai le loisir à Julia ou à Olivier de rebondir sur ce que j'indique là. Et ensuite, je relais une question effectivement d'un participant. Existe-t-il une liste des acteurs de la sobriété par région? Voilà, est-ce que vous avez connaissance éventuellement de ce type de ressources? Merci. À ma connaissance, il n'y a pas de liste d'acteurs région. On a différentes listes qui sont organisées avec différentes typologies, mais c'est une question qu'on se pose à ce jour. On va structurer le réseau de sobriété. Est-ce que c'est par thématique, par politique, régionale? Olivier, on t'entend taper sur ton ordi. Désolé, et du coup, on n'entend pas. Ouais, merci. Oui, Julia, du coup, si tu peux reprendre ta réponse, on va y arriver. Du coup, on se pose cette question sur la structuration du réseau de sobriété en ce moment. La question nous a été posée plusieurs fois, et oui, pourquoi pas aller sur une organisation régionale. Sur le bureau du temps, en fait, le réseau de sobriété a publié une de ses fiches l'année dernière sur le bureau du temps de la métropole européenne de Lille. Donc, c'est bien l'exemple que tu citais, Vanessa, et sur l'importance du temps dans la sobriété, la prise en compte des temps d'utilisation des infrastructures, par exemple, comme Julia Rodriguez nous a présenté, au lieu de créer de nouvelles infrastructures, est-ce qu'on peut aller sur peut-être une considération des plages horaires plus élargies, par exemple, en accord évidemment avec les agents de la ville pour que tout se passe bien et que leur temps soit aussi respecté. En tout cas, c'est une grande thématique. En fait, il y a des grands liens à créer entre la vitesse dans laquelle on se trouve peut-être, et ça peut-être que malgré nous, dans la société actuelle, et puis la définition de vers où on veut aller dans la prise en compte de la définition d'une nouvelle société qui est sobre. Quel est le droit à définir mieux son temps de travail culturel avec sa famille et pas que à courir derrière
le travail ou les achats. Est-ce que je peux répondre? Vanessa, il est 12h30 pile. Certes. Oui, juste pour rebondir sur les derniers mots de Julia, si toutefois vous ne l'aviez pas bien entendu, elle l'a précisé, il existe effectivement une fiche ressource sur cette question du bureau du temps. Avec l'exemple de la métropole lilloise, vous pouvez retrouver effectivement cette fiche ressource sur le site du Clerc. Julien l'a précisé, il est 12h30, donc on l'avait promis, c'est la fin effectivement de ce webinaire. Merci encore aux intervenants pour leur présentation qui était vraiment très très riche, très complète, qui vous ont permis de créer des liens, des passerelles justement entre les différentes actions possibles. On vous donne effectivement rendez-vous le 14 mai prochain pour le dernier webinaire dédié à cette thématique de la sobriété. On vous remercie aussi pour votre attention, voilà, et pour avoir bravé parfois certains soucis techniques. Donc merci d'être resté avec nous. Et puis je vous souhaite bien entendu une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci bien. Au revoir.